Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Chers amis, vous avez demandé les vraies voix, ne quittez pas, on vous les passe directement dans un instant. Avant tout, on vous souhaite la bienvenue avec Philippe David. Bonsoir Cécile. Bonsoir Philippe. Comment allez-vous ? Comment allez-vous Philippe ? Je vous ai déjà posé la question en premier. Oui, absolument. Moi ça va bien et vous ? On est content de vous retrouver. C'est toujours un plaisir en tout cas d'ouvrir ce micro avec vous, avec notre équipe formidable qu'on salue toujours à la fin, mais rarement au début. Donc on commence à les saluer avec Aude au standard bien entendu et notre réalisateur extraordinaire Maxime. 0826 300 300, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, un peu partout sur la chaîne YouTube aussi en podcast, je vous le rappelle. Et puis avec nos vraies voix du jour, Sébastien Ménard est là, éditorialiste et patron de Presse Libre et entrepreneur dans la food tech. Bonsoir Sébastien Ménard. Bonsoir à tous. Joseph Touvenel est avec nous, vice-président du Centre européen des travailleurs et ancien vice-président de la CFTC. Bonsoir. Bonsoir. J'étais ravi de voir en rentrant au studio que vous aviez le plumeau à la main, l'aspirateur dans l'autre main. Je nettoie le studio avant d'arriver. C'est vrai. Si mon épouse m'écoute, bien un exemple. C'est sa vision moderne du féminisme. Vous avez vu ? Je pense qu'il va se faire casser la figure en sortant du studio. Le masculinisme toxique en une phrase. Mon Dieu. C'était pour Sandrine Rousseau et la radio. Voilà, bam. Allez, le sommaire de cette émission, à l'heure où la France traverse donc cette crise de confiance, la figure présidentielle se trouve plus que jamais critiquée, Philippe. Et oui, à cette question du jour, je préviens déjà, peut-on aller chercher le défibrillateur pour Sébastien Ménard ? À cette question, Macron est-il le pire président de la 5e République ? Vous dites oui à 97%. Ouf. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300, oui. Cette sentence, elle est d'Alain Minc, pourtant macroniste de la première heure. Est-ce que c'est pas le coup de grâce d'ailleurs au bilan d'Emmanuel Macron, cette phrase d'Alain Minc ? On attend vos appels au 0826 300 300. Et puis quelques heures après l'annonce d'un accord et d'un cessez-le-feu et la libération des otages entre Israël et Hamas, Benjamin Netanyahou estime que Donald Trump mérite le prix Nobel de la paix. Alors à cette question, accord de paix, libération des otages, Trump mérite-t-il le prix Nobel de la paix ? Vous dites oui à 77%. Et moi je le dis, on l'a donné à Obama pour beaucoup moins que ça. Donc pourquoi pas le donner à Trump ? Calmez-vous Sébastien Ménard, on revient dans un instant tout de suite. Le grand débat du jour. C'est pas le moment de changer de président de la République parce que par définition la parole de la France à l'étranger, et heureusement avec l'instabilité gouvernementale que nous connaissons depuis un an, le visage à l'étranger, c'est le président de la République. Et donc cette stabilité, et je parle pas de sa personne, parce que vous connaissez la loyauté que j'ai pour sa personne. Néanmoins, mais je parle moi de sa fonction. Et donc, cette institution présidentielle, elle doit être protégée et préservée. Les vraies voix Sud Radio. Et pour en parler, bien entendu, nos vraies voix du jour, on va commencer par peut-être celui qui va défendre le président de la République, Sébastien Ménard, impopularité record aujourd'hui, avec des dettes qui s'envolent, une instabilité politique qui progresse chaque jour. Est-ce que franchement, Emmanuel Macron peut avoir encore des avis positifs aujourd'hui ? Des avis positifs. Ne levez pas les yeux quand je vous pose cette question. Ça m'agace. Et puis j'ai pas 2 heures pour vous convaitre. De toute façon, ça suffirait pas, a priori. Non, c'est pas moi qu'il faut convaincre. Surtout qu'on termine l'émission de 1h54. Alors. Non, mais moi, je suis apolitique, vous le savez. On a une crise et institutionnelle un peu et politique surtout. Lié à, on l'a déjà dit 1000 fois sur cette antenne, à une dissolution. D'aucuns disent que c'était une énorme bêtise. Je dis que la dissolution n'était pas une bêtise, c'est l'après-dissolution. C'est la convoquer des Français, c'est jamais la pire des solutions. Il a été quelque part désavoué, en tout cas estimait-il être désavoué dans les urnes. Rappelez-vous, c'était la fameuse consultation européenne, c'était les élections européennes. Il décide de dissoudre pour tenter d'avoir une représentation nationale, je dirais, plus proche de ce qu'est la France au moment où il décide de le faire. C'est la suite qui est pas bonne. La suite qui est pas bonne, c'est-à-dire le tripatouillage électoral qui fait que celles et ceux qui gagnent au premier tour, vous les faites perdre dans des combinaisons totalement
non, mais hasardeux, je sais pas. Parce qu'en fait, il y a rien d'hasardeux. Il savait très bien qu'en combinant les uns et les autres, qu'il ferait barrage au Rassemblement national, parti politique que je combats par ailleurs. Et c'est toujours intéressant de le rappeler. Voilà. Et depuis, on est dans une instabilité politique qui viennent secouer le fonctionnement institutionnel. Le président de la République, il s'en cache pas, il est évidemment responsable de cette situation. Est-ce qu'il est responsable de tous les maux de la France ? Mais il faut arrêter avec ça. Vous ramez un peu là, Sébastien Ménard. Non, mais je rame pas du tout. Mais on est là en train de chercher un bouc émissaire à tous nos maux, à tous nos problèmes. La guerre en Ukraine, c'est lui. Gaza, c'est lui. Le chômage, c'est lui. La dette, c'est lui. Quand on parle d'un truc très concret, les 1000 milliards de dettes, c'est pas les 1000 milliards de dettes d'Emmanuel Macron. Je rappelle quand même, c'est encore ce que je disais hier soir à des tas de chefs d'entreprise. Allez, on va faire tourner un peu la parole. Là. Ces 1000 milliards, ils sont dans la poche des Françaises et des Français. Ah non, voilà. Moi je les ai pas vus en ce qui me concerne. Peut-être pas vous, mais vous avez un certain nombre d'entrepreneurs, d'actifs, de salariés, de professions indépendantes qui ont profité du quoi qu'il en coûte. Je me suis dit qu'on vivait une époque formidable, parce que je crois que c'est la première fois de ma vie que je suis d'accord avec Alain Minc. Alors ça veut vraiment tout dire, surtout qu'il s'est très souvent trompé, mais même pratiquement toujours trompé. Et là, je me dis, Alain Minc a raison, c'est le pire président de la Ve République. Et le pire, c'est que Hollande, qui a été le seul président élu à ne pas se représenter, tant son bilan était brillant, faut-il le rappeler, Hollande, il avait sur lui, il attirait sur lui quelque part un peu du mépris, parce que tout le monde se disait, il n'était pas fait pour le costume. Alors que Macron, je pensais que Sarkozy avait atteint l'acmé de la haine que pouvait subir un président, mais je me dis que par rapport à Macron, Sarkozy était adoré. Et je me demande comment il a pu faire pour arriver à un tel niveau de détestation. Mais sur Alain Minc, pardonnez-moi, juste un truc. La réalité, c'est que la réaction d'Alain Minc est à la hauteur de ce qu'Alain Minc a fait pour Macron et la manière dont Macron a viré Alain Minc de l'Élysée et notamment de ses consultations. Mais évidemment que c'est le cas, évidemment. Évidemment. D'accord. À cette question, ceux qui Joseph Touvenel. y répondent le mieux, c'est mes amis à l'étranger. Quand je leur pose la question, ils ont tous à peu près la même réponse en disant depuis le général de Gaulle, c'est de pire en pire vos présidents. Ils oublient Pompidou et Giscard parce que pour eux, ils n'existent pas. Ils les ont pas dans la tête, ils sont à l'étranger, etc. Mais ils ont De Gaulle, ils ont Mitterrand, ils ont Chirac, et ils nous disent c'est de pire en pire. Et moi, je suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit en disant depuis la dissolution. Mais ça allait mal bien avant. C'est bien avant la dissolution qu'on se fait sortir de toute l'Afrique, que nos alliés ne sont plus des alliés, que au niveau social et économique, c'est le souk. Pourquoi ? Mais parce qu'il a un ego surdimensionné, il n'arrive pas à s'entourer. Quand les gens lui résistent, il les vire. C'est Alain Minc. Alors Alain Minc m'agace un peu parce que c'est un de ceux qui a fait. C'est pas son jour aujourd'hui. Il a viré Macron et il vient quand il nous parle de Macron et qui précise sa loyauté, des loyautés comme Alain Minc, moi j'en veux pas. Je veux bien des amis, mais pas des amis loyaux comme Alain Minc. Gardez-moi de mes ennemis, mes amis, je m'en occupe. Mais Napoléon effectivement, Bonaparte. Emmanuel Macron, sans doute parce que il est totalement il n'est pas là pour répondre, donc on va pas le charger non plus. Il est totalement autocentré sur lui-même et le pire président de la Ve République. Et j'aimerais dire, c'est que, vous l'avez dit, Philippe David, c'est qu'il y avait tellement d'espérance, tellement d'attentes, qu'aujourd'hui le rejet et quelque part la révolte intellectuelle et j'ai envie de dire sociale, allons-y, contre le président de la République est à la hauteur des espérances qu'il avait soulevées quand il a proposé de rassembler les bonnes volontés de droite, de gauche et tout ça de par le centre. Voilà, la réalité c'est aussi ça. Donc il a une responsabilité. Mais bien sûr, je dis pas que c'est le problème aussi de l'emploi du mensonge permanent. C'est quand même le président qui nous a dit oui, mais c'est le président qui nous a dit qu'il fallait arrêter le nucléaire pour sauver la planète et le même président nous dit il faut réinvestir dans le nucléaire. Les Français sont pas tellement stupides et à un moment, ils sont pas stupides, à force de leur dire tout et son contraire, la classe politique et le président est complètement décrédibilisé. Eh ben vous appelez au 0826 300 300 si vous êtes d'accord ou pas d'accord. En tout cas, vous êtes les bienvenus et c'est important d'avoir un débat apaisé. Merci, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Sébastien Ménard, éditorialiste et patron de Presse Libre et entrepreneur dans la foodtech. Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs et ancien vice-président de la CFTC. Et puis vous, au 0826 300 300, on revenait sur cette question. Emmanuel Macron est-il le pire président de la Ve République ? Philippe. Et pour le moment, vous dites oui avec un
score brejnevien de 96%. Ça a un peu baissé. La preuve que... Bah oui, vous avez une Sébastien influence, Ménard a Sébastien une Ménard, sur les auditeurs. 1%. Et au 0826 300 300, c'est Laurent qui est avec nous de Toulouse. Bonsoir Laurent, bienvenue sur Sud Radio. Merci pour votre accueil. Et Votre réaction sur Emmanuel Macron, qu'en pensez-vous quand on dit que c'est peut-être, enfin en tout cas c'est une question, hein, le pire président de la Ve République? alors, je dirais que c'est le président qui a eu le plus d'opportunités de tous les présidents de la Ve République de faire de quelque chose de génial pour la France. C'est-à-dire que d'un point de vue stratégique, il aurait pu se placer dans une sorte de neutralité, essayer de voir avec quel pays émergent nous pourrions travailler pour pouvoir augmenter notre marché extérieur, au lieu de toujours compter soit sur les États-Unis, soit sur les alliés d'Europe qui ne sont pas forcément nos alliés d'Europe. Ensuite, il y a aussi la gestion des crises globales qui n'a pas été bonne, que ça soit pour Taïwan ou justement lorsqu'on parlait de Taïwan, il aurait pu dire que la France se mettait en position et il a décidé de dire que c'était l'Europe. Donc à chaque fois qu'il a voulu faire quelque chose, c'est comme si à chaque apparition, il désincarnait la France. Donc et pourtant, à chaque apparition, il aurait pu avoir l'opportunité de mettre la France en valeur. Pareil en Afrique. En Afrique, on aurait pu être encore sur le terrain. Les Russes n'auraient pas pris le marché si nous n'avions pas été aussi ridicules. Pareil au niveau de la frontière qui nous sépare avec le Brésil. Vous voyez, au niveau de la Guyane, oui. On s'est fait marcher dessus et on continue de se faire marcher dessus à cause du Mercosur. Donc effectivement, à ce moment-là, il aurait pu trouver même un marché qui aurait pu nous unir, puisque il y a la Guyane, il y a les Antilles. Donc là, on aurait pu travailler et avoir encore des marchés qui rentraient. D'ailleurs, les Antilles ne demandent que ça pour plus évoluer et ne pas forcément être complètement dépendantes de la France. Et puis après, il y a tout ce qui se passe en France au niveau sécuritaire, où on voit bien que ces 10 dernières années, ça va de mal en pis. Et effectivement, il aurait pu être le meilleur président de la République, mais il a préféré faire le contraire. Penser qu'à lui, à son ambition d'être président peut-être de l'Europe, mais finalement, il se retrouve seul. Il n'y a plus rien. Philippe ? Alors c'est vrai que sur le régalien, c'est un échec total, il faut quand même le dire, sur l'insécurité. Ouais. Alors, la politique internationale, on s'est fait virer de notre précaré africain. Et il a quand même une grande responsabilité parce que on gère pas l'Afrique comme on gère les autres continents, surtout quand on est un président français. Moi, j'en ai parlé avec des amis. Mais ça veut dire quoi, Philippe David? On gère pas l'Afrique. Attendez, je vais vous prendre un exemple. Je suis inquiet quand je vous entends. Je vais vous dire pourquoi. Parce que une chose, j'en ai parlé avec des amis qui bossent beaucoup avec l'Afrique, qui y vont régulièrement, et même des amis africains. Un président français, il passe pas la nuit à faire la Java avec la chemise ouverte pleine de sueur avec des gens autour de soi à Kinshasa. Pour eux, l'image de la France, c'est pas ça. Pour eux, l'image d'un président de la République française, c'est pas ça. D'accord? Et ça, moi, j'en ai parlé à des amis africains et des amis qui travaillent avec l'Afrique, qui travaillent depuis des années avec l'Afrique, qui me disent, Philippe, son comportement nous a cramé de partout. Et ça, c'est quand même une réalité. Mais pardonnez-moi. Imaginez-vous, général de Gaulle d'entrer jusqu'à pas d'heure. La France-Afrique, c'est fini. Non, mais c'était fini avant Macron. Non, mais c'était fini avant Macron. Et si vous voulez, il n'est pas responsable des changements politiques profonds, très profonds, au Burkina Faso, au Sénégal ou ailleurs, où on ne veut plus d'ingérence étrangère. Ils ont les ingérences russes et chinoises à la place. Attendez, ils ont des ingérences économiques, mais ils n'ont pas d'ingérence politique. Ils n'ont pas d'ingérence politique. Mais vous rigolez. Au Sénégal, il n'y a pas d'ingérence politique. Pas le Sénégal, mais le Burkina Faso, etc., où on s'est fait virer, c'est Wagner qui est arrivé à notre place. Wagner, c'est le faux-né du régime russe. Mais Wagner, c'est un choix militaire donc politique. C'est un choix militaire. Ce sont des milices. Oui, donc politique. Joseph. Le meilleur exemple aussi, je trouve, on y va. Quand en Afrique est organisé un sommet de la francophonie, comme c'est régulièrement fait, une fois en France, une fois dans un pays d'Afrique, que le président de la puissance invitante sort de la salle et où il y avait un problème de clim, et que notre président de la République déclare vous n'allez pas le ressortir à chaque fois. C'est la réalité. Mais attendez, la France en Afrique, c'est pas ça. Ça veut dire que
En Afrique, il y a des spécificités culturelles. Le chef est le chef et ne pas perdre la face est particulièrement important. C'est important pour tout le monde, particulièrement en Afrique. Quand le président français dit « Ah, il est parti réparer la clim », il faut pas s'étonner que quelques mois plus tard, on soit viré de ce pays. C'est pas ça la France en Afrique et c'est pas pour ça qu'on est viré. Je suis désolé, regardez les partenariats qui ont été signés au Maroc. Aujourd'hui, le seul pays qui est capable de driver économiquement en matière de modernité, en matière de nouvelles technologies, en matière d'aménagement du territoire, etc., c'est le Maroc en Afrique. Oui. Quel est le partenaire stratégique du Maroc? C'est la France. Mais il nous avait fâché avec le Maroc avant de se rabibocher, faut-il le rappeler? En tout cas, il a bien fait. L'important, c'est que il a fait mieux que ses prédécesseurs sur le sujet. C'est le seul cas, c'est le Maroc. Vous voyez, c'est important de le dire. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous tout de suite. On n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Retrouvé alcoolisé, blessé dans Paris, le sénateur LR Philippe Mouiller, agressif avec les secours, François Louis. Ouais, tenez-vous bien, c'est une histoire à dormir debout. Hier matin, un sénateur a fini sa nuit au commissariat. Philippe Mouiller, vous l'avez dit, élu LR des Deux-Sèvres et président de la commission des affaires sociales au Sénat, a été retrouvé ivre, blessé et surtout très agressif envers les secours. Placé en cellule de dégrisement, l'intéressé a expliqué avoir été victime d'une agression et d'un état de confusion. Selon nos confrères de Paris Match, le sénateur aurait tenté de faire valoir son titre avant d'être menotté, démenotté puis remenotté. Dans un communiqué, il parle d'une violente agression et d'un état de choc qui expliquerait son comportement. Visiblement, vous me le permettez, on ne peut pas dire que la politique française manque de sobriété à tous les niveaux. Pas mal. Axel Ronde est avec nous, porte-parole CFTC Police. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est toujours compliqué quand on fait, enfin en tout cas quand on récupère un parlementaire qui soit sénateur ou député dans un état d'ébriété avancé. Est-ce qu'il y a un protocole particulier ? C'est toujours difficile de gérer une personne qui est sous l'emprise de la boisson. Ça, c'est indéniable. Sur la voie publique, c'est extrêmement compliqué. Ce sont souvent aussi des personnes assez vulnérables vu leur état et donc ils se font souvent dépouiller et agresser sur la voie publique puisqu'ils sont dans un état faible, donc ils vont être des victimes. Mais en tous les cas, quand ça concerne une personnalité politique ou publique, bien évidemment qu'on va si vous voulez, prévenir en tous les cas l'autorité supérieure pour dire qu'on a affaire à un individu, par exemple un sénateur qui est dans cet état-là. Donc on va prévenir l'officier de permanence et le commissaire qui va en référer bien évidemment au préfet de police et si besoin au ministre de l'Intérieur. Mais ça c'est pour un titre indicatif d'information. En tous les cas, il sera traité comme tout à chacun et il ira en cellule de dégrisement avant de passer à l'hôpital pour recevoir des soins. Après cela, il recevra aussi un timbre-amende, puisque c'est une infraction de 150 €, minorée à 100 € si c'est payé dans les 15 jours. Oui, c'est bien de lui... Il est sorti, là? Il est toujours là-bas? Oui, il est sorti. D'accord. Et Sébastien Ménard? Est-ce qu'on est sûr que c'est pas de la faute d'Emmanuel Macron? Non, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est vrai, on disait souvent, on se moquait un peu du Sénat, à mon avis, de manière un peu injuste, en disant que c'était la maison de retraite de la République. Mais quand on voit ce qui arrive à ce sénateur, un autre qui a drogué une députée pour la violer, etc., on se dit que finalement... Ne jetez pas non plus l'opprobre sur tous les sénateurs. Mais je ne jette pas l'opprobre sur tous les sénateurs, mais je me dis quand même que dans un pays où on nous vante toujours l'exemplarité, ce serait peut-être bien que tout en haut, ça montre un peu l'exemple, non? Non, le problème, c'est qu'il avait un petit coup dans le nez, mais c'est qu'il était aussi un peu agressif, visiblement, ce monsieur. Oui, alors souvent quand on boit et qu'on ne maîtrise pas finalement son alcoolémie, on est certaines La République, personnes... c'est moi. Non, il vous a pas dit ça. Alors, je ne sais pas s'il avait bu, par contre, ce coup-là. Mais voilà, donc non, ce sont des personnes de droit commun, ils seront jugés, ils n'ont pas d'immunité particulière, puisque ça ne rentre pas dans leur cadre de leur fonction de parlementaire. Ah non, ça je vous confirme. Voilà, donc il a été traité normalement. Comme un justicier.
injusticiable, voilà, c'est ça. Comme un injusticiable comme un autre, il est allé en cellule de dégrisement pour finalement décuver, puisque c'est ça le but. Retrouver ses esprits. Pour que la personne retrouve ses esprits. C'est ça. L'auditionner pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et puis bon, apparemment il aurait été agressé, ce qui est très probable, et on attend bien évidemment sa plainte pour lancer les investigations et retrouver le ou les auteurs qui l'auraient dépouillé, puisqu'apparemment on lui aurait volé certaines de ses affaires. Donc aussi on va regarder si il n'y a pas des données sensibles qui auraient pu être volées ou perdues, puisque c'est une personnalité qui peut détenir des informations, bien sûr. Des informations. Oui, absolument. Donc ça, c'est quelque chose pour ça qu'on traite ça pas à la rigolade. Quand on sait qu'on a affaire à une personnalité, c'est pour ça qu'on prévient tout de suite l'état-major pour avoir un espèce de protocole entre guillemets pour savoir si on doit sécuriser certaines données. Merci mille fois Axel Ronde, porte-parole CFTC Police. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous dans un instant. On est très en retard, le tour de table de l'actu des vraies voix. La tombe de Robert Badinter taguée pour vous Philippe David, et puis Sébastien Ménard. La France n'est pas foutue. Voilà, c'est plutôt positif. Joseph Touvenel, le débat des retraites, ignorance, déni ou mensonge, on en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Avec une compagnie très calme aujourd'hui. Sébastien Ménard au taquet. Avec Philippe David, bien entendu. Joseph Touvenel et vous au 0826 300 300. Chers amis, ils ont des choses à dire puisqu'ils sont venus avec chacun son petit sujet. Et tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Pas de panique, nous sommes des professionnels. C'est tout à fait vrai. Ah bon? Vous causez de quoi? De tout. Politique, spectacle, sport. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Le tour de table. De l'actualité. Philippe David. Tant qu'on m'invite pas à dîner un mercredi soir, ça va en entendant la fin. Oui, moi c'est pas un coup de gueule, c'est plus qu'un coup de gueule parce qu'on a appris entre midi et peu après midi que Robert Badinter, dont le cercueil était au Conseil constitutionnel, qu'il a présidé avant d'être panthéonisé en ce moment même, sa sépulture avait été taguée par ces mots: éternelle est leur reconnaissance, les assassins, les pédos, les violeurs, la République. Et je trouve, la République le sanctifie. Et je suis outré qu'on puisse avoir ce type de comportement, et je dis que c'est quand même un symptôme d'une décivilisation. Et j'ai fait le rapprochement, rappelez-vous, Robert Badinter, même pas panthéonisé, sa sépulture est profanée, il n'y a pas d'autre mot. Comme Jean-Marie Le Pen, à peine enterré, sa sépulture était profanée. Et quand, dans un pays, dans une civilisation, on ne respecte plus les morts, c'est que cette civilisation est probablement, je dirais pas morte, mais est très malade et probablement en grand danger, parce qu'il y a le tabou absolu, c'est la mort. Et on n'a pas le droit de toucher aux morts. Et quand je vois ce qui est arrivé à la sépulture de Robert Badinter, je suis outré, mais je suis tout autant outré, malgré toutes ces outrances, les propos scandaleux qu'il a tenus, etc., qu'on ait profané la tombe de Le Pen. Je veux dire, demain, on profanerait la tombe du pire des assassins, je hurlerais au scandale également. Donc je pense que c'est le symptôme d'une grave décivilisation dans notre pays. Sébastien Ménard. Moi, je pense que tant pour Le Pen que pour Badinter, et encore une fois, je n'excuse rien et je suis totalement aligné sur vos propos. Mais c'est pas les individus qui sont ciblés, c'est ce qu'ils représentent. Voilà, c'est que les tarés qui ont détérioré la tombe de Jean-Marie Le Pen étaient probablement des gens qui n'appréciaient pas ni le personnage ni tout ce qu'il a pu représenter. Bien sûr. Et la réciproque est aussi vraie pour Badinter, pour ce qu'il était et ce qu'il a pu, et ce qu'il a pu représenter. De toute façon, le respect des morts fait effectivement partie, c'est un acte de civilisation. Absolument. C'est-à-dire qu'on peut combattre quelqu'un pendant toute sa vie, ses idées, etc. D'ailleurs, dans la façon de combattre, il y a aussi le respect de la personne humaine. Et ensuite, quand la personne est morte, on peut continuer à combattre ses idées. Mais on respecte sa sépulture. C'est un acte essentiel, élémentaire, qui que ce soit. Et donc, c'est effectivement des gestes contre notre civilisation. C'est un geste barbare.
Sébastien Ménard, un peu de poésie et de positif. Pour poésie, je sais pas, mais il y a toujours un truc, moi, qui me fait sourire, mais pas que sourire, qui parfois m'inquiète et m'énerve, c'est que, évidemment, on est dans un contexte tendu, en France, en Europe et un peu partout dans le monde. Évidemment, on ne pourrait regarder que ce qui ne va pas. Et parce que on regarde pas plus loin que le bout de son nez, dans sa rue, etc. Alors moi, j'ai la chance ou la malchance de faire 1, 2, 3 pays parfois par semaine. Et en fait, je me rends compte qu'on est bien en France. On a quand même des avions qui volent dans de bonnes conditions. On a des trains qui, même quand, et je m'en plains souvent, qui sont susceptibles de prendre un petit peu de retard. Mais ils arrivent. Mais ils arrivent. Ouais. Vous êtes quand même, c'est pas. Il y a des zones de non-droit en France et il y a des difficultés. Mais j'ai une entreprise au Brésil. Je peux vous assurer qu'au Brésil, c'est l'exception qui fait la règle. C'est l'exception qu'on peut avoir dans certains quartiers et c'est déplorable, Marseille ou de régions parisiennes. C'est un peu la norme au Brésil, vous voyez, et on a toujours tendance à se dire que on est finalement incapable de régler nos problèmes, mais on a quand même moins de problèmes que les autres, et on a beaucoup plus d'opportunités et beaucoup plus de chances que tous les autres. Alors, on voit des tribunes fleurir, on est foutu, la France est foutue, le foutouisme, j'ai vu qu'il y a un nouveau mouvement. C'est Eric Nolot, Mais je me dis, mais sans déconner, on n'a pas autre chose à foutre pour vendre du papier. À faire. Non, mais à faire pour vendre du papier, pour susciter de l'intérêt, pour avoir une tribune ici et là. Mais cogitons à redresser ce pays, cogitons à valoriser ce qui fonctionne, cogitons et valorisons toutes celles et tous ceux qui entreprennent dans ce pays. Il y a quand même 28 millions de personnes qui se lèvent tous les matins pour aller bosser. Alors vous me direz, sur 68 millions, c'est définitivement pas assez. Mais honorons ces gens-là, honorons ces parcours de vie, honorons toutes celles et tous ceux qui fait que finalement la France, quoi qu'on se dise, messieurs, même si la voix de la France elle eût été discréditée en Afrique, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais bordel, la France est un grand pays, la France est un beau et grand pays, et on a de la ressource dans ce putain de pays. Pardon. Ah, arrêtez. Je l'ai fait exprès. Oui, vous retirez. Joseph Touvenel. On voit la dégradation de la France par le langage. Voilà. Me cassez pas mon truc, vous. Mais moi, je suis d'accord. Vous êtes un progressiste, vous devriez me conforter. Oui, un progressiste qui est pour le progrès. Il y a des faux progrès, il y a des bons progrès. Allez, bing. La France a beaucoup de potentialités. C'est certain. Le problème, c'est que nos élites, qu'en font-ils ? Aujourd'hui, on a des élites qui détruisent ce pays. Et d'ailleurs, on le voit tellement, c'est que si je veux aller emprunter sur les marchés internationaux, maintenant, ça me coûte plus cher que la Grèce ou l'Italie et que l'Espagne. C'est donc qu'il y a une régression. Voilà, c'est les marchés internationaux, ils font pas d'idéologie, ils font du business. Et maintenant, ça nous coûte plus cher. C'est donc qu'il y a une dégradation. Il y a une dégradation sur l'insécurité, il y a une dégradation sur une immigration incontrôlée, etc. Cela dit, je suis de ceux qui pensent qu'on a un potentiel énorme. Par exemple, qui sait que la France, avec nos territoires et possessions d'outre-mer, en surface, nous sommes le plus grand pays du monde aujourd'hui. Derrière viennent les États-Unis. On est juste derrière les USA. Non, parce que l'ONU nous a reconnu quelques îlots il y a un an et demi, mais personne n'en parle, ce qui fait qu'on est passé devant les États-Unis. Vous n'êtes pas à la page, Philippe David. C'est un potentiel extraordinaire. Ouais. Qu'en fait-on ? Est-ce que on a une vision pour dire, on va devenir le développeur des fonds marins, des richesses marines, etc., en respectant la planète? Mais non, on n'a pas de stratégie, on n'a pas de vision. C'est pour ça qu'on dégringole. Et vous avez une idée, vous, ou pas? Là, je viens de vous l'exprimer. Qu'est-ce que vous faites les 18 prochains mois? On cherche un Premier ministre. Non, parce que 6 prochains mois, vous êtes optimiste. Moi, je peux pas y aller. C'est pour les 6 prochains jours. Les 2 heures qui arrivent, là, on cherche un Premier ministre. Non, mais est-ce que c'est pas c'est pas ce qui représente les Français, le fait de râler, d'être pessimiste? On n'est pas connu pour être très quand même un peuple jovial. Regardez comment on s'écroule au niveau de l'éducation dans tous les standards internationaux. PISA Teams. Voilà, et c'est pas une virgule près. Nous écroulons. Donc il y a un problème. Bah oui, ça c'est certainement, il y a un problème. Alors avec un potentiel extraordinaire, et je suis d'accord. Mais c'est quoi la solution? Parce que faire des constats, moi j'entends tout le monde faire des constats toute la journée, mais c'est quoi la solution? C'est-à-dire qu'il faut durcir le ton, c'est ça? Non, il faut faire quoi?
l'exemple doit toujours Tiens, venir. Joseph Touvenel, vous êtes Premier ministre demain. Allez-y. Je réforme complètement l'éducation nationale. C'est-à-dire ? Et je veux plus entendre parler de gens comme Madame Borne, qui au lieu de se veiller à ce que les enfants apprennent à lire, à compter, et puissent ensuite mener des études en les raconter, va s'occuper de la sexualité. Voilà ce qui déconne dans notre pays. C'est au lieu de faire la base et l'essentiel, on part complètement n'importe où. Mais c'est clair. Je vais en Seine-Saint-Denis, dans la faculté de Seine-Saint-Denis, où je vois des inscrits, des choses haineuses et antisémites, je ne le tolère pas. C'est pas compliqué, ça. Et ben pourtant, c'est ce qui se passe aujourd'hui en 2025 en France. Et on a des milliers d'étudiants à qui on bourre le crâne d'âneries LGBTX, machin, etc. et de haine antisémite. Et ça a l'air de passer, mais alors crème. Crème, on dit crème. Crème. Chez les jeunes, on dit passer crème. Pourquoi il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Ça a l'air de passer. Donc, ça tacle fort, là. C'est bien. Voilà, que ceux qui sont au pouvoir, que font-ils ? Et par contre, dernier mot qui est pour moi essentiel, c'est que je suis entièrement d'accord, les Français ne sont pas des fainéants. Ceux qui travaillent globalement bien et beaucoup. Et beaucoup. Si les statistiques qu'on nous donne, si je retire des statistiques, ceux qui ne travaillent pas, les Français travaillent plus en durée hebdomadaire et annuelle que par exemple les Allemands ou les Hollandais. Absolument. Mais on nous sort des statistiques où on met la masse de ceux qui travaillent pas. Évidemment. Ce qui ne veut rien dire. Ce qui ne veut rien dire. C'est les choux et les carottes. Arrêtons de tromper aussi les Français. Oui, les Français travaillent et travaillent bien. Bravo. Allez, vous restez avec nous dans un instant. L'info en plus. Je parlais des Français, pas des politiques. On avait bien compris. Je me suis pas senti visé. Allez. Dans un instant, l'info en plus. Je disais, le Cognac demande une prime à l'arrachage. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience, ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Sébastien Ménard est avec nous et Joseph Touvenel et vous, 0826 300 300. On aime bien quand vous nous appelez, bien entendu, quand vous partagez des moments avec nous, que votre avis compte bien entendu. Tout de suite, l'info en plus, et c'est avec François-Louis Bourneau. Les vraies voix Sud Radio. Avec cette information, le Cognac veut donc des primes d'arrachage pour 3500 hectares de vignes. Avec un goût de cognac, mais plutôt avec un goût amer que les vendanges se terminent au pays du cognac, justement. Viticulteurs et négociants se résignent. Avec l'effondrement des ventes sur le marché chinois, il faudra arracher, tenez-vous bien, plus de 10 000 hectares de vignes, dont 3 500 définitivement. C'est énorme. Pour tenir bon, la filière réclame des aides à Paris et à Bruxelles, estimant être victime collatérale des tensions commerciales avec la Chine, on s'en souvient. Une page difficile, mais peut-être indispensable dans l'histoire du cognac français. Et nous sommes en compagnie d'Anthony Brun, président de l'Union Générale des Viticulteurs pour l'AOC Cognac. Bonsoir. Bonsoir Anthony Brun. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, est-ce que ces arrachages viseraient les exploitants en grande difficulté, ceux qui arrivent à la retraite? Qui est plutôt ciblé par ces arrachages? Aujourd'hui, on essaie de travailler sur toutes les solutions. On a mis en place un outil particulièrement innovant qui s'appelle le volume complémentaire cognac, qui malgré tout ne répond pas à quelques cas, notamment des personnes qui sont aujourd'hui proches de la retraite ou qui auraient complètement perdu leur débouché cognac. Donc c'est spécifiquement pour eux qu'on imagine des solutions complémentaires comme cet arrachage définitif. Il y a eu des mesures protectionnistes de la Chine contre le cognac a priori. Oui, aujourd'hui, la Chine, dans le cadre du contentieux avec l'Europe, a décidé de prendre en otage la filière des spiritueux européens, et en particulier à base d'eau de vie de vin, donc cognac et armagnac. Oui. Les conséquences pour notre filière ont été très importantes, puisqu'aujourd'hui, c'est plus de 50% du volume qui est impacté sur ce marché-là, qui était notre deuxième marché. Et tout ça, on ne peut pas le supporter en plus du contexte économique global avec les taxes Trump qui sont arrivées et l'inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat de nos consommateurs. Avant de donner la parole à Joseph Touvenel, mais est-ce que ça veut dire que ça met certains viticulteurs en difficulté et même en programmation de fermeture à un moment donné ? Bien sûr, aujourd'hui, dans la région, il y a beaucoup d'entreprises, qu'elles soient de la viticulture, du négoce, mais aussi des entreprises spécialisées qui travaillaient pour la filière, qui annoncent des plans de licenciement parce que, concrètement, on a perdu un débouché très important sur la Chine. Les États-Unis sont aussi en grande difficulté et qu'il faut trouver des solutions pour accompagner les entreprises qui, malheureusement, traversent des périodes plus que compliquées aujourd'hui. Joseph Touvenel. Alors, on a la filière cognac, on a la filière vin rouge aussi, qui souffre énormément, plus que le vin blanc.
Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de gens, notamment de viticulteurs, qui se présentent comme des ultra-libéraux en disant « laissez-nous faire ». On ne peut pas à la fois, à un moment donné, laisser nous faire et ensuite dire au secours. Oui. Je pense qu'il faut rester cohérent. Mais moi, j'ai tout le soutien des viticulteurs parce que c'est un vrai travail. C'est aussi nos territoires. C'est-à-dire que la viticulture qui disparaît, c'est nos territoires qui s'appauvrissent. On l'a vu avec les incendies, là, récemment. Là où il y avait des vignes, le feu n'a pas avancé, là, il n'y en avait pas. Donc, il mérite d'être défendu. Il mérite d'être défendu aussi à l'international. La Chine se fournit où aujourd'hui? En cognac, entre guillemets, même s'il n'y a pas l'appellation, mais ils la mettent, les Chinois, en Moldavie. Donc on voit qu'il faut savoir aussi se défendre. Et je rappelle que la Moldavie est un pays qui est en passe de rentrer dans l'Union européenne. Eh bien, il faudrait peut-être qu'on nous défende parce que tous nos producteurs, si on a des règles sociales, environnementales et fiscales qui sont trop différentes de nos concurrents, alors on va tous crever. Merci beaucoup Anthony Brun, merci beaucoup. Merci à vous. Président de l'Union Générale des Viticulteurs pour l'AOC Cognac. Restez avec nous tout de suite. Et si vous étiez président de la République? Les vraies voix Sud Radio. Si vous étiez président de la République, cher Gilles, qui habite Sérignan dans l'Hérault, bonsoir Gilles. Bonsoir. Monsieur le Président, j'ai envie de dire, qui aimeriez-vous voir panthéoniser si vous aviez cette décision entre les mains? Alors moi, pour casser un peu les codes, en fait, moi je pensais à Coluche, en fait, parce que ça a été un grand humoriste, et du coup qui a quand même œuvré à la fois pour qui a fait rire tout le monde, donc les riches et les pauvres, donc toute la population, et surtout bon, qui a laissé derrière les Restos du Cœur 40 ans après, qui fonctionnent toujours, quoi. Ouais. Donc qui a fait un vrai acte populaire, et voilà, donc je pense que c'est quelqu'un qui mérite, même si ça casse un peu les codes, qui mérite d'être panthéonisé, quoi. Ouais. Philippe, vous metteriez qui, vous? Alors, moi, j'aurais mis... Moi, je sais. Allez-y, dites le vôtre, parce que le mien rebondit un peu sur les vôtres. Vous mettriez qui, vous, Cécile? Moi, je mettrais André Citroën, puisqu'il n'y a pas d'industriel. Et c'est vrai que toute la partie sociale, entre ses inventions, tout ça, ces démarches sociales ont fait que ça a changé un peu le secteur de l'automobile. Et moi, je mettrais un autre entrepreneur, je mettrais Marcel Dassault. Parce que Marcel Dassault, quand même, c'est lui qui a fait les Mystères, les Mirages, les Falcon, etc. Et que c'est un merveilleux entrepreneur. Mais alors, je vote des deux mains pour André Citroën aussi. Hein. Avec je féminiserais l'ensemble en mettant une femme qui a 28 ans a sauvé la France. En tout cas Paris, qui s'appelle Sainte-Geneviève. Et d'ailleurs, avant que ça soit confisqué par les révolutionnaires, le Panthéon s'appelait, c'était une église qui avait été dédiée à Sainte-Geneviève. Donc ça serait l'enterrer là, dans l'église qui portait son nom. Ça me semble être une bonne chose. Rappelez-vous que quand tous les hommes se sont carapatés en 451, elle est restée en disant, nous les femmes, on va défendre Paris. Et ça a fait reculer les Huns et Attila. Ah ben voilà. Bon, je vais essayer de détendre un peu l'atmosphère, je vous l'avais promis. Imaginez, vous êtes en 2085, comme ça on lui laisse le temps de vivre longtemps. On rend finalement au pape de la télévision Cyril Hanouna on a les références qu'on mérite dans la France dans laquelle que vous me décrivez. C'est ça, oui, bien sûr. Bien entendu. Monsieur le Président, merci beaucoup. C'est la première fois qu'on vous appelle Monsieur le Président? Tout à fait, oui. Ça fait du bien. C'est bien, c'est bien, non? Oui, c'est clair. Vous avez des ambitions pour 2027? Pas encore, mais... Faites gaffe, ça monte à la tête. Hein. Très attention. Gilles, merci en tout cas, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Allez, vous restez avec nous. Dans quelques instants, le coup de gueule de Philippe David. Ah le devoir de réserve, c'est quand ça les arrange. Voilà, et tout de suite... Les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. À tout de suite. Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus. Présente. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. La retraite, c'est un vrai tournant dans la vie, tout le monde le sait, surtout quand on y arrive. Et pour ne pas subir une chute brutale de revenus, ça se prépare bien avant. Comprendre les dispositifs existants, c'est la clé pour choisir les bonnes solutions. Et parmi eux, il y en a un qui intrigue et séduit de plus en plus, ça s'appelle la retraite progressive. Elle permet de réduire son temps de travail tout en touchant une partie de sa pension. Alors, Catherine, concrètement, ça marche comment ?
La retraite progressive, en fait, c'est une transition en douceur entre la période d'activité et le passage à la retraite. Dès que vous remplissez certaines conditions, vous allez pouvoir réduire votre temps de travail tout en touchant une fraction de votre retraite. Donc ça permet d'alléger votre rythme et de continuer à cotiser pour améliorer votre pension finale. Alors revenons un peu en arrière, ça fonctionnait comment avant ? Alors jusqu'ici, il fallait avoir au moins 62 ans. Ouais. Soit 2 ans avant l'âge légal fixé à 64 ans, et justifié de 150 trimestres cotisés. Et bien sûr, il fallait exercer une activité à temps partiel entre 40 et 80% d'un temps plein. Alors je crois qu'il y a eu un décret qui a été publié en juillet 2025 qui a un peu changé la donne. Justement, de quoi s'agit-il ? Alors, le gouvernement a décidé d'abaisser l'âge d'accès à 60 ans. Pour tous, pour tout le monde, quel que soit le régime. Donc, les salariés du privé, les fonctionnaires, les professions libérales, les indépendants, tout le monde est concerné désormais. Donc, c'est une évolution importante et qui s'applique depuis le 1er septembre de cette année. Donc, concrètement, désormais, tout le monde peut en bénéficier, sous certaines conditions, toujours, sûr, oui. Mais on va pouvoir en bénéficier pendant 4 ans, alors qu'avant, c'était au maximum 2 ans. Alors, au niveau financier, ça fonctionne comment ? On va prendre un exemple. Si vous passez à mi-temps, vous allez recevoir la moitié de votre salaire environ, et en parallèle, vous allez percevoir une fraction de votre retraite qui va être calculée au prorata. Et ce qui est intéressant, c'est que durant cette période, vous allez continuer à cotiser, et donc vous allez améliorer vos droits une fois que vous serez à la retraite complète. Donc c'est vraiment une période transitoire, mais qui n'est pas perdue pour l'acquisition de vos droits. Alors vous aimez bien nous alerter sur les points de vigilance, et vous avez raison d'ailleurs. Y a-t-il des points de vigilance à retenir sur cette situation ? Oui, alors d'abord, il faut que l'employeur donne son accord pour passer à temps partiel. Oui. Mais depuis septembre 2023, un employeur qui refuse la retraite progressive doit motiver son refus. Et s'il ne répond pas dans les 2 mois, l'absence de réponse vaut accord tacite. Et le décret de juillet de cette année a encore renforcé ce cadre pour faciliter l'accès. Alors une question, certains doivent se poser en nous écoutant, est-ce que ça s'adresse à tout le monde ? Est-ce que ça s'adresse à chacun d'entre nous ? Alors, c'est un bel outil pour aménager sa fin de carrière et passer en douceur donc à la retraite, mais effectivement c'est pas adapté à tout le monde, et notamment si vous avez une carrière incomplète, si vous n'avez pas acquis tous vos trimestres au moment de l'âge légal. Donc comme toujours, il faut regarder ça au cas par cas. Il faut vraiment mettre en place une stratégie individualisée et faire des simulations avant. Alors on parle aussi du cumul emploi-retraite. Est-ce que c'est la même chose pour pas qu'il y ait de confusion ? Expliquez-nous justement. Alors, pas tout à fait. Les deux dispositifs, retraite progressive et cumul emploi-retraite, permettent de travailler tout en touchant une pension. Mais donc la retraite progressive, ça se passe avant d'avoir liquidé ses droits à la retraite. Oui. Alors que le cumul emploi-retraite va permettre, une fois que vous avez liquidé vos droits, de reprendre une activité ou de poursuivre une activité et de toucher à la fois votre pension de retraite et votre salaire d'activité. En revanche, dans ce cas-là, vous ne continuerez pas à cotiser et à améliorer vos droits. Alors, comme on le dit souvent dans nos chroniques, anticipez. Prévoyez votre retraite dès votre plus jeune âge. C'est évidemment la meilleure des solutions, Catherine, on est d'accord ? Tout à fait. Merci Catherine pour vos informations. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h27 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Tout de suite, on va le coup de gueule, vous l'avez entendu. Ensuite, la question du soir aux alentours de 19h15. Accord de paix, libération des otages. Donald Trump mérite-t-il le prix Nobel de la paix ? Eh bien, pour le moment, sur Twitter, X, vous dites oui à 76%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Aude prend vos appels dès maintenant et vous rappellera au moment du débat. Et on se retrouve bien évidemment avec Cécile de Ménibus, Joseph Touvenel et Sébastien Ménard. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et on vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est tard, mais c'est mieux. C'est bien quand même. Allez, Sébastien Ménard est autour de cette table, éditorialiste et patron de Presse Libre et entrepreneur dans la food tech. Joseph Touvenel avec nous, vice-président du Centre européen des travailleurs et ancien vice-président de la CFTC. Et Philippe David, bien entendu, qui a encore des choses à dire. Et c'est son moment à lui, tout de suite, son coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio.
Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 20e arrondissement de Paris. Pourquoi le 20e arrondissement? Parce que c'est là que se trouve le siège de la Caisse nationale d'assurance maladie et que le poste de la numéro 2 de cet organisme public, Marguerite Cazeneuve, publié hier sur le réseau social LinkedIn, m'a franchement laissé pantois. Mais que dit ce poste? Selon Poste, alerte sur un risque d'arriver au pouvoir de l'extrême droite en cas de législative anticipée. Un poste qui met en garde pêle-mêle contre, je cite, suppression de l'AME et des prestations sociales aux étrangers, destruction de l'audiovisuel public, on voit pas bien le rapport avec la sécurité sociale, fin des aides aux énergies renouvelables et des crédits politiques de la ville, avant d'affirmer la suite du film se déroule en temps réel de l'autre côté de l'Atlantique, adhésion à l'international de l'autocratie, anéantissement de la science, disqualification des juges, musellement des médias, activation de milices, fin de citation. Bref, un poste tout en nuances, mais qui, à mon avis, pose question sur le devoir de réserve des hauts fonctionnaires. Imaginez-vous le tollé que créerait un poste du numéro 2 de la police ou de la gendarmerie qui dirait que, par exemple, vu le bilan d'Emmanuel Macron en termes d'insécurité, il ne faut surtout pas voter pour ses candidats en cas de législative anticipée. Il serait viré illico presto sous les lazis et les colibets, après nous avoir rappelé que ces propos rappellent les heures les plus noires de notre histoire. Mais là, rien, peut-être que, comme lorsque le syndicat de la magistrature avait appelé à battre Sarkozy en 2012, le devoir de réserve ne devait pas non plus concerner les magistrats, dès lors qu'ils sont du bon côté de l'échiquier politique. Enfin, Marguerite Cazeneuve est la fille de Jean-René Cazeneuve et la sœur de Pierre Cazeneuve, tous deux députés macronistes, et la femme d'Aurélien Rousseau, ancien ministre d'Emmanuel Macron et aujourd'hui député Place Publique. Marguerite Cazeneuve, qui a été conseillère technique au cabinet d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, et qui a coordonné le programme d'Emmanuel Macron sur la santé, les retraites, la protection sociale et l'autonomie en 2022, et qui a juste confondu son poste de numéro 2 de l'assurance maladie et celui de militante politique, un mélange des genres franchement de très mauvais goût. Sébastien Ménard, puisque vous êtes là. La parole est à la défense. Voilà. Non, pas forcément. Là, c'est indéfendable. Non, mais en fait, évidemment, je connais l'intéressée. Je pense qu'elle sort effectivement du cadre. De sa réserve. Et oui, enfin de la réserve. Elle sort du cadre. Ah bah oui. Clairement. Parler de l'audiovisuel public et des énergies renouvelables retourner à la CPRM. Après, mon cher Philippe David, tout ce qu'elle dit est vrai. Voilà, c'est factuellement vrai. C'est clairement dans les différentes déclarations des candidats frontistes, dans soit c'est côté Zemmour, soit c'est côté Bardella-Le Pen, mais tout ce qu'elle dit est vrai. Après, ce n'est pas à elle de le dire. Voilà, c'est ni son rôle. Et je rappelle quand même qu'elle est tenue, je dirais, une certaine forme de neutralité. Elle n'a pas à le faire. Voilà, une certaine forme, une neutralité. Elle n'a pas à le faire, mais elle n'a pas à le faire sur la forme, sur le fond, mais ce qu'elle dit sur le fond est factuellement vrai. Et on peut quand même discuter du fond. Oui. Quand elle parle de l'AME, c'est-à-dire les soins de santé où un Français en situation régulière, je n'ai pas les mêmes droits. C'est un autre sujet, cher. Ah non, elle l'aborde. Je suis désolé. On peut pas dire. Elle dit que le Front National décide d'abroger ça. Je dis pas que je le ferai pas moi-même. Ce qu'elle dit est factuel. On ne peut pas dire. C'est factuel. Elle a raison surtout quand elle nous. Non, elle a raison de dire que le Front National le dit. C'est ça que je vous dis. Oui, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et elle dit que c'est mal. Eh bien moi, je suis de ceux qui estiment. Elle dit pas que c'est mal. Ah si. Non, elle dit pas que c'est mal. Elle dit, elle dit voilà ce qu'ils vont faire. Voilà. Nous avons un vrai Macronien à côté. Il est en train de nous expliquer qu'elle est en train de soutenir le programme du Front National. Elle ne fait juste que citer des trucs. Absolument pas. Elle est juste en train de vous expliquer. Elle est juste en train de vous expliquer le film qui est en train de se dérouler sous vos yeux. C'est tout. C'est juste ce qu'elle est en train de dire. Un, elle n'a pas à le faire. Et deux, dans le film, on peut pas dire que tout est exact, etc. Parce que elle devrait s'occuper d'abord que les remboursements soient à égalité pour tout le monde. Et je suis de ceux, elle, c'est une parce qu'on a notre système et c'est bien, on ne laisse personne dans la rue mourir sans soins. Mais enfin, quand on voit les exemples, j'en ai autour de moi, parce que j'ai une épouse qui était enseignante, quand on a eu dans sa classe, des élèves qui se font recoller les oreilles gratuitement parce qu'ils ont l'AME. Est-ce que l'assurance maladie, aujourd'hui, avec le déficit, on peut recoller les oreilles gratuitement parce que... Mais ça, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. J'aurais aimé qu'elle se taise, et deux, si elle l'ouvre, qu'elle dénonce ses excès. Allez. Parce que la meilleure façon de combattre des extrêmes, s'il y a des extrêmes à combattre, c'est de dire la vérité et de ne pas la nier.
Merci les amis, vous restez avec nous dans un instant, la question du soir, et on revient sur cette déclaration de Benjamin Netanyahou qui estime que Donald Trump mérite le prix Nobel de la paix. On reviendra sur la question dans un instant. Trump mérite-t-il le prix Nobel de la paix? Vous êtes 77% to say yes. 77% à dire oui. Vous voyez, je vous l'ai même dit dans la langue de Trump. C'est magnifique. Je suis meilleur que Bliger en anglais. Mais on vient de loin quand même. On progresse, mais de loin. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Quand on dit les vraies voix, bon, bien sûr, hein, il y en a des vraies, il y en a des moins vraies, mais il y a surtout des faux, c'est des contrefaçons. Voilà, c'est ça. Mais puisque vous parlez, Sébastien, en matière de contrefaçon, j'ai envie de dire, et puis il y a des bonnes contrefaçons et des écoutez, ça c'est un autre sujet. En tout cas, on est ravis de vous accueillir, éditorialiste, patron de Presse Libre et entrepreneur dans la food tech, et Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs et ancien vice-président de la CFTC, et Philippe David, bien entendu. Tout de suite, chers amis, c'est, attention, la question du jour. Dès 2016 et son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump le martèle. Il mérite le prix Nobel de la paix. Il y a plein de raisons de me donner le prix Nobel de la paix s'il l'attribue honnêtement, ce qui n'est pas le cas. Une obsession qui ne l'a pas quitté depuis. Nous avons réglé 7 guerres. Nous sommes sur le point d'en régler une 8e. Et je pense que nous finirons par régler la situation russe qui est horrible. Je ne pense donc pas que quiconque dans l'histoire ait réglé autant de problèmes, mais peut-être trouveront-ils une raison de ne pas me le donner. Les vraies voix Sud Radio. Et à cette question qu'on vous posait, accord de paix, libération des otages, Trump mérite-t-il le prix Nobel de la paix? Eh bien, vous dites oui à 77% sur X. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Joseph Touvenel, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, c'est bien du Trump, hein, quand on nous dit il a réglé 7 guerres, etc. C'est légèrement excessif, mais sur le fond, moi j'attends la libération des otages, déjà, que ça soit fait. Parce que dealer avec un mouvement terroriste, c'est un mouvement qui ne respecte rien. On l'a vu le 7 octobre, hein. Rappelez-vous, c'est une abomination. Absolument. Ceux qui ont eu le malheur de voir l'intégralité de ce qui a été filmé par les caméras GoPro du Hamas, je peux vous assurer que vous en sortez pas indemne. C'est irracontable, c'est immontrable, c'est une abomination sur des femmes, des enfants, des hommes, de façon... Donc faut pas l'oublier. Il y a la guerre avec les Palestiniens et les bombardements et des civils qui meurent. Donc si il arrive à arrêter ça, oui, il mérite d'avoir le prix Nobel de la paix. Ah. Alors moi je pense que déjà on espère vraiment que les otages vont revenir. On parle des premiers qui arriveraient lundi, donc on est jeudi dans 4 jours, après plus de 2 ans de captivité dans des conditions abominables. Évidemment on espère qu'ils vont revenir. Trump prix Nobel de la paix, désolé, mais Obama l'a eu pour beaucoup moins que ça. Et Trump, alors il a beaucoup de défauts, alors il est transgressif, il est provoquant, etc. Mais soyons francs, pendant son premier mandat, je crois que c'est le seul président américain qui a déclenché 0 guerre depuis des lustres et des lustres. Donc je pense que c'est plutôt positif. Alors si après, en plus, il arrivait à ramener la paix en Ukraine, là on ne peut pas ne pas lui donner. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter également. 0826 300 300, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'il mérite, oui ou non, le prix Nobel de la paix, Sébastien Ménard? Est-ce que c'est... alors d'abord, Joseph a raison de se dire qu'il faut quand même attendre l'issue, parce que tout peut capoter au dernier moment. Et vous avez raison de le dire, même si certains pays sont quand même c'est quand même très encadré par le Qatar, voilà, en tout cas, il n'est pas tout seul à la négociation, mais est-ce qu'il mériterait ce prix Nobel? Moi, ce que je trouve... Et toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles de concourir, je dirais, à la paix, quelle qu'elle soit, méritent. Est-ce que, honnêtement, le président des États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale dans quasi tous les domaines, a-t-il besoin, je dirais, d'un totem de plus, d'une breloque, d'une reconnaissance, etc. Moi, c'est juste ça qui me gêne. C'est que évidemment, Obama l'a eu pour 3 fois rien. Il n'y a pas de raison qu'un Trump, parce que c'est Trump, ne l'est pas. Mais c'est la manière de le crier, de le réclamer, et surtout
à la limite, le vouloir très fort, mais surtout vilipender la manière dont c'est attribué, dénigrer l'institution, etc. Moi, c'est ce qui me gêne chez Donald Trump. Et pourtant, Dieu sait que je pense que l'Amérique eût été très fracturée par Biden, qu'il essaye de trouver, je dirais, des voies de passage pour son pays, d'accord, et pour les Américains d'abord. Certains devraient, en France et en Europe, s'en aspirer peut-être un petit peu plus, mais ce qui me gêne, c'est ça, c'est, oui, on peut lui donner mais j'ai envie de dire, vu le niveau auquel il est capable d'intervenir, il est le seul capable d'intervenir à ce niveau-là. Il est le seul à pouvoir attraper Netanyahou et lui dire maintenant ça s'arrête. Il est le seul à pouvoir dire à Poutine maintenant t'arrêtes de déconner, parce que sinon nous aussi on peut déconner. En fait c'est le seul. Donc à ce niveau-là, le mérite-t-il? Oui. Nous doit-il la libération des otages, la paix en Palestine? Oui. Doit-il obliger les belligérants à signer l'armistice à Kiev ou ailleurs? Évidemment que oui. Mais je vous oppose, alors c'est d'un moindre mal, mais sur la Légion d'honneur, en France, tout le monde la demande en fait, alors que certains ne la méritent pas, et pourtant on leur donne. Donc alors vous parlez à quelqu'un qui dans sa jeunesse eût été chef de cabinet dans les services du Premier ministre, chargé des distinctions honorifiques. Voilà, donc premier ordre, la Légion d'honneur, deuxième ordre, la Nation du Mérite. Non, j'ai rien vu. Non, je connaissais pas Philippe David. Mais j'ai décoré 3 fois Cécile de Minibus. Oui, ça m'étonnerait, je veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, c'est pas possible. Cet ordre, on est dans des ordres honorifiques, je dirais, qui sont de tradition napoléonienne, et évidemment, voir les grands serviteurs de notre République, de notre pays, de notre drapeau, honoré, au premier desquels des résistants, des militaires, tout ça me paraît, ou de très grands intellectuels qui ont eu un impact très fort, mais effectivement, quand je vois des personnalités du showbiz, machin, etc., j'en reviens aussi comme vous. Mais à la fin de la fin, vous avez chaque année plus d'1 millier de Françaises et de Français qui sont distingués. C'est une forme d'ouverture sur la société civile, une forme de modernité, mais qui vient, c'est vrai, déprécier cette distinction qui doit être exclusive et exceptionnelle. On est d'accord. Et je trouve que par exemple les policiers qui sont pas toujours pas décorés après le Bataclan, c'est un peu dommage. Et pour revenir à Trump, si ça lui fait plaisir. Non mais je trouve qu'il l'a mérité. Et ça coûte pas cher. Et ça coûte pas cher. Voilà, exactement. Ça coûte pas cher. C'est pas une question de si ça lui fait plaisir. Si ça va au bout, il l'aura mérité. Effectivement, si ça va au bout. Même s'il le demande, il le réclame avec toute la subtilité trumpienne qu'on peut reconnaître. Mais ce qu'il y a quand même d'intéressant à voir, c'est que sur les 20 dernières années, si Trump, il y a déjà eu 2 présidents américains qui ont eu la Légion d'honneur. Il y a eu Obama, on en a parlé. Il y a eu Jimmy Carter, mais qui lui a vraiment agi pour la paix. Ouais, c'est vrai. Et il y a un ancien vice-président américain qui aurait été président s'il n'y avait pas eu l'affaire des grands électeurs, Al Gore. Ah, c'est Al Gore. Al Gore, qui porte son engagement pour l'environnement. Donc je vais vous dire, je pense que si jamais il amène vraiment la paix au Proche-Orient, et je le répète, s'il l'amenait en plus en Ukraine, mais au vu de tout ce qu'il raconte Trump depuis pendant son premier mandat, pendant sa période de disgrâce et depuis sa réélection, j'ai envie de vous dire, camarades, il nous la doit la paix. Il nous la doit, puisqu'il est le plus fort, il est le plus intelligent, il est le seul capable, il a tout compris, et qui libère les otages. Grand bien et grand Dieu lui rendent hommage, et qu'il le fasse vraiment, et lui en fasse crédit si jamais il y arrive. Hein. Voilà, et qui mette Poutine autour d'une table des négociations pour qu'enfin cesse ce conflit aux portes de l'Europe. Et s'il peut éradiquer le terrorisme, ça ferait pas de mal, parce que je rappellerai qu'en France, on est particulièrement victime du terrorisme. Absolument. Allez, vous restez avec nous tout de suite. L'idée qui marche. Les vraies voix Sud Radio. Et au berceau des caisses d'épargne, une rencontre entre mémoire et prospective, Philippe. Et si l'histoire pouvait nous aider à mieux comprendre l'avenir, c'est le parti des entretiens de La Rochefoucauld, le tout nouveau rendez-vous de l'Association pour l'histoire des caisses d'épargne. Thomas Levet, président de l'Association pour l'histoire des caisses d'épargne, est en notre compagnie. Bonsoir Thomas Levet. Bonsoir Sud Radio. Bienvenue. Alors, en quoi consistent ces entretiens de La Rochefoucauld ?
Ben, vous venez de tout résumer. Très succinctement. Bon, au revoir, monsieur. Merci beaucoup et merci de nous avoir écoutés. Vous avez dit l'essentiel. L'essentiel, c'est de convoquer l'histoire pour envisager l'avenir. On ne va pas écrire l'histoire, on ne va pas écrire l'avenir sans l'histoire. Et vous savez, les caisses d'épargne, elles sont bicentenaires. Oui. Elles ont créé l'épargne populaire de précaution. Et c'est le duc de la Rochefoucauld-Liancourt et Benjamin Dessert qui ont mis le pied à l'étrier à l'époque. C'était des grandes personnalités du siècle des Lumières. Et les caisses d'épargne ont accompagné ensuite, dans leur sillage, 2 siècles d'évolution de la société. Le logement social, la santé publique, la formation, l'éducation, le rôle des femmes dans la société. Vous savez que c'est les caisses d'épargne qui, en 1881, ont été les premières à donner une autonomie financière pour les femmes, sans l'accord de leur mari, ouvrir un compte. Elles avaient en ça 84 ans d'avance. Alors nous, cette histoire, l'histoire, c'est bien, si vous voulez, faut pas se la raconter. Il faut la raconter, et il faut peut-être en parler. Il faut se rencontrer pour en parler, pour faire circuler les idées, les réflexions et les analyses. Et vous avez des intervenants de grande qualité, Jean-Charles Domy, Virginie Giraud et Raphaël Dohan notamment. Absolument, qui sont chacun dans leur profil là pour nous parler, le premier de l'histoire, en quoi le duc de la Rochefoucauld, chez qui on sera. On sera au château éponyme de François de la Rochefoucauld, qui est le créateur de la caisse d'épargne. Et dans ce château où il y a 1000 ans d'histoire de Saint-Camille, on va parler avec Jean-Charles Domy, donc de l'histoire. On va parler du présent avec Virginie Giraud qui va nous raconter en quoi l'histoire est un capital immatériel pour les entreprises et pour la société. Et puis on va parler d'avenir avec l'intelligence artificielle, avec comment on peut se projeter avec notre ami Raphaël Dohan, qui vous savez est essayiste, a écrit un roman avec l'IA, etc., qui est très très pointu là-dessus. Et j'avais, oui. Allez-y, Philippe. J'avais une autre question. On avait une autre question à vous poser. Cet esprit, il reste d'actualité, l'esprit qu'il y avait en 1818 de permettre à tout le monde d'avoir. Plus que jamais. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, alors je ne veux pas faire des formules toutes faites, mais j'ai envie de dire, on a été pionniers. On est pionniers, on restera pionniers. Je vais vous donner un seul exemple. On parle aujourd'hui beaucoup de transition énergétique. La transition énergétique, les caisses d'épargne ont trouvé des façons d'aider les Français à financer cette transition. Ça leur pose parfois de gros problèmes, puisqu'il faut remettre de l'immobilier en état, en configuration, aux normes. Ils ne peuvent pas le faire. Nous, on trouve des systèmes très innovants qui n'avaient jamais été faits. Donc, on accompagne la transition énergétique. On accompagne l'évolution de la société aussi sur les énergies renouvelables, etc. Donc voilà un exemple. Je pourrais vous en citer plein d'autres. Thomas Levet, une dernière question. En 1818, Louis XVIII était roi de France. J'ai ouï dire qu'il y avait une peinture avec celle qui faisait la soirée d'inauguration des caisses d'épargne, Cécile de Ménibus. En compagnie de Louis XVIII, sera-t-elle exposée ? Oui, sans doute. Elle le mérite, en tout cas. Ce que je peux vous dire, c'est que il faut être fier de cet héritage. Au moment où, aujourd'hui, personne ne sait où on va. Il y a des questions qui se posent. On parle de guerre, de révolution, de mouvement, de modèles qui basculent. Les caisses d'épargne, elles ont été créées sur un modèle de philanthropie, d'intérêt général et visionnaire. Et elles ont traversé des empires, des révolutions, des guerres, des moments très compliqués. 1818 aujourd'hui, vous imaginez. Je crois qu'il faut, grâce à l'histoire des caisses d'épargne, et grâce à l'association que j'ai l'honneur de présider et au soutien de nos amis, montrer que on peut envoyer l'exemple, on peut continuer ce chemin. Merci beaucoup Thomas Levet, président de l'association pour l'histoire des caisses d'épargne. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci Joseph Touvenel. Merci beaucoup Sébastien Ménard. Vous restez avec nous dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France. Et je vous rappelle qu'à partir de 20h, on vit pas dans la même France sur Sud Radio avec Magali Berda. Bruno Clavet sera son invité, député RN du Pas-de-Calais. Et puis Ludivine Rétori, journaliste, productrice et présentatrice de télé. La thématique du jour, y a-t-il trop d'aide sociale en France ? 0826 300 300. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Aude vous attend et on vous parle automobile dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.